Bienvenue à cette conférence. On va démarrer dans quelques minutes, le temps que le plus de participants se connectent. Alors pour ceux qui sont déjà connectés, merci de bien vouloir faire un petit coucou, mettre un petit mot ou dire, que vous êtes là. Vous pouvez dire aussi que vous entendez bien ou que vous entendez mal. Hein, il vaut mieux entendre bien. Ah, Myriam a répondu: «Oui, OK, merci». Donc, bienvenue à cette conférence, salarié au top pour business au top. On va laisser quelques minutes, le temps que le plus de participants se connectent. Super, merci Irena. Donc, voilà, Irena a mis un petit mot dans le chat pour bien préciser qu'elle est là et qu'elle entend bien. Bien, des participants arrivent. Bien, eh ben, on va commencer. Donc, bienvenue à cette conférence salarié au top pour business au top. Je vais laisser encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et quand vous vous connectez, merci de bien vouloir mettre un petit mot dans le chat pour bien préciser que vous êtes là, pour que je puisse le voir et aussi pour me dire que vous entendez bien. Merci. Alors, j'ai déjà une première question. Quelle est votre attente aujourd'hui? Alors, merci de bien vouloir le mettre sur le chat. J'espère que je vais pouvoir justement répondre à votre attente et on vérifiera tout ça à la fin de cette conférence qui va donc durer 1 heure. Bonjour de Plougonvelin. Ben, bonjour Marie. Alors tout d'abord, je me présente. Je suis Régine Clanet. Je suis diplômée de ESCP Business School et j'ai un MBA en technologie de l'information. J'ai 40 ans d'activité professionnelle à mon actif, dont 33 ans cadre sup chez France Télécom Orange, qui a connu, comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, vous le découvrez, donc une crise sociale sans précédent qui a frappé l'entreprise dans les années 2008-2010 avec des salariés qui se suicidaient sur le lieu de travail, ou pas d'ailleurs, donc en tout cas, ils se suicidaient en raison des conditions de travail. Moi-même, j'ai fait un burn-out en 1991, une année à peu près après avoir rejoint ce qui s'appelait France Télécom à l'époque et qui est devenu Orange. Donc pour ceux qui nous rejoignent, merci de mettre un coucou dans le chat et de dire que vous entendez bien. Voilà, comme ça je suis au courant. Alors aujourd'hui, moi mon objectif c'est de vous démontrer que pour avoir une entreprise au top, il faut avoir des salariés au top. Il y a bijection. À l'inverse, quand les salariés vont mal, eh bien les entreprises vont mal. Alors vous, vous êtes salarié, vous souhaitez être serein au travail et vous qui êtes dirigeant d'entreprise, vous souhaitez la performance de l'entreprise, le business. Et donc, comment faire matcher les deux?
Alors, Marie travaille en tant que sophrologue avec les entreprises dans la QVCT. D'accord, ok, super. Donc, on est en plein dans le sujet. Donc, je vous présenterai les constats, les impacts et les solutions à apporter pour avoir des salariés au top et notamment comment prévenir les burn-out et aussi s'en sortir quand un burn-out vous tombe dessus. Alors, l'hypothèse, comme je le disais, c'est qu'un salarié qui va mal, c'est une entreprise qui va mal. Et une entreprise qui va mal, ce sont des salariés qui vont mal. Cela peut devenir un cercle vertueux ou ça peut devenir un cercle vicieux. En tout cas, il y a des phénomènes de contagion qui s'opèrent, mais surtout, on le voit quand ça va mal. La crise s'installe et à titre de rappel, Forrester, euh, peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous me le mettez dans le chat. En tout cas, Forrester, c'est une société comme Gartner qui fait des analyses d'entreprises et qui note des entreprises. Eh bien, Forrester a fait une étude selon laquelle 27% des Français se disent épanouis au travail. Cela signifie que 73% ne sont pas épanouis au travail. Voilà, Marie ne connaît pas Forrester. Donc, c'est une entreprise qui fait des notations d'entreprises, d'autres entreprises, qui fait des comparatifs, des benchmarks, et donc qui indique aussi ce qu'il faut faire. Donc, beaucoup d'entreprises suivent les recommandations de Forrester. Donc, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, Forrester s'intéresse à ce genre de préoccupations. Alors, donc, à contrario, des salariés au top, c'est une entreprise au top et c'est ce que nous voulons tous. Alors, là, j'ai une question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez m'indiquer quel est votre avis sur la question? Voilà, vous pouvez l'indiquer sur le chat. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est le cas ou est-ce que tout le monde s'en fout? Voilà, ça c'est le sujet. Est-ce que pour avoir une entreprise au top, il faut que les salariés soient au top? Non, pas d'avis sur la question? Ah, Béatrice, ok, oui, ouais, on est d'accord. Marie aussi. Mhm. Alors, donc, je vais rentrer dans le vif du sujet au niveau des constats. Donc, le premier constat, c'est que il y a 3 risques au travail qui ont été identifiés par les Français et ils sont liés à la santé mentale, à leur santé mentale. Ce slide provient d'une étude qui a été réalisée par Great Place to Work. Great Place to Work, c'est une entreprise qui est une référence mondiale en termes d'expérience collaborateur. Les entreprises postulent pour être certifiées et chaque année, il y a un palmarès. En 2023, les entreprises dans la catégorie des entreprises de plus de 2500 salariés, le podium revient à Wavestone, qui est une société dans les technologies de l'information, qui est une entreprise française en fait. Ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Positive Way, avec 4 piliers: la satisfaction client, le développement salarié, la responsabilité et l'éthique, et ce qu'ils appellent le collective mindset. Alors, est-ce que c'est ça la clé du succès pour cette entreprise? En tout cas, elle est numéro 1 sur le podium. En numéro 2, on a DHL. En DHL, vous connaissez peut-être un peu plus puisque c'est une entreprise de transport dont on peut avoir besoin, on connaît. Et puis en numéro 3, c'est le groupe S2I qui est une société de technologie de l'information. Alors selon cette étude, le premier risque est le burn-out.
Alors en un, c'est qui? Je disais, c'est Wavestone, c'est une entreprise française, qui est dans pareil, les services aux entreprises, dans la technologie de l'information. Ça s'écrit W-A, Wave comme une vague, W-A-V-E, Stone comme une pierre, S-T-O-N-E. Alors voyons où j'en suis là. Hop, je fais descendre mon slide. Donc, à votre avis, combien de personnes sont concernées par le burn-out? Si vous pouvez, si vous avez une idée, vous le mettez sur le chat. 30%. Ouais, mon mari, c'est 30%. Ça fait une personne sur 3. Béatrice, 5% des employés. Ouais, pas d'autres pas d'autres avis sur la question. Alors, bon, on va dire que, en fait, on estime, et bon, je pense que Marie se rapproche peut-être de la vérité vraie. Qu'est-ce qu'on gagne? Je vous enverrai quelque chose, oui. Alors, on estime que près de 3 millions de personnes en France présenteraient un risque de burn-out. Je vous rappelle que l'effectif de la population active en France est de 30 millions de personnes. Ça veut dire qu'une personne sur 10 qui travaille présenterait un risque de burn-out. Alors, par rapport à la proposition de Marie, ce qui est peut-être plus proche de la réalité, c'est le chiffre officiel. Donc, moi, je me base sur le chiffre officiel, même si effectivement, il est minoré. Mais c'est celui dont on dispose officiellement. Donc, une personne sur 10 qui travaille présenterait un risque de burn-out. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que cette maladie ne cible pas des personnes en particulier. Tout le monde est concerné. Et finalement, en 10 ans, on pourrait dire que tous les actifs peuvent avoir un burn-out. Alors, je vous rappelle aussi la définition de l'OMS de ce qu'est un burn-out. C'est un syndrome au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments: un sentiment d'épuisement, un cynisme ou des sentiments négatifs liés à son travail, une efficacité professionnelle réduite. Et en France, pour que cette maladie soit considérée comme une maladie professionnelle, il faut pouvoir identifier que sa pathologie est essentiellement et directement causée par le travail, et il faut qu'il y ait une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25%. Donc ça signifie bien sûr qu'il faut que cela soit validé par les médecins. Alors donc, un actif sur 10 présenterait un risque de burn-out. Alors le burn-out aussi est insidieux. C'est-à-dire, finalement, on ne s'en rend pas tellement compte. Et les premiers signaux faibles doivent alerter avant la spirale infernale. Ces signes peuvent être des migraines, de l'insomnie, de la tachycardie, des maux de ventre, des sentiments d'angoisse, une perte de concentration, une perte d'estime de soi, des sentiments de culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne se sent pas bien comme ça, on va consulter son médecin. Le médecin, il va donner un arrêt de travail, avec ou sans médication, avec ou sans aide d'un psychologue. Et puis, tic-tac, tic-tac, on va peut-être comment dire, avoir un prolongement de l'arrêt de travail. Mais à un moment donné, il faut retourner travailler. Et on a le risque de replonger.
Alors, il faut savoir aussi que le burn-out, indépendamment du fait que tout le monde peut en avoir un, c'est la maladie des enthousiastes. Ce n'est pas la maladie des feignants. C'est la maladie de ceux qui disent tout le temps oui, qui ne savent pas dire non. Donc, qu'est-ce qui se passe? On leur donne toujours plus, toujours plus, toujours plus, et ils prennent toujours plus de travail, jusqu'au jour où ils sont épuisés et ils craquent. Et le jour d'ailleurs où ils disent non, eh bien, leurs interlocuteurs sont complètement, je trouve bêtes. Comment est-ce que, pourquoi tu dis non alors que tu as toujours dit oui? Ce que l'on constate aussi, c'est que ce sont ceux qui se mettent, bon, communément parlant, la rate au courbouillon, c'est-à-dire d'eux-mêmes, ils en veulent, donc ils en font toujours plus. Ou on appelle, enfin, dans le monde anglo-saxon, on les appelle les workaholics, hein, ils sont alcooliques du travail. Ils ne savent pas séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. Bref, ceux pour lesquels le travail est tout, mais qui en parallèle, en face, le travail, ne les considère pas comme tout pour lui. L'entreprise ne considère pas qu'ils sont indispensables et qu'ils vont être reconnus. Donc il peut y avoir des décalages et ça peut passer. Alors là, j'ai une quatrième question. Est-ce que vous vous sentez concerné ou est-ce que vous pensez l'être? Si vous voulez bien répondre dans le chat. Ça peut être que vous ayez... Ah d'accord, merci. Les feuilles tournées devant le micro font beaucoup de bruit. D'accord. Merci pour l'info, Béatrice. Donc, Marie, oui, ok, d'accord. Ok. Ok, Béatrice. Bon, donc, ce que déjà je peux vous proposer, c'est de faire un test. Le test sur mon site internet qui s'appelle www.outleburnout.org. On a la possibilité de faire un test pour déterminer quel est son niveau de stress. Et à partir de là, vous pouvez identifier si vous avez des risques de maladies liées au stress et notamment un risque de burn-out ou pire, une maladie cardiaque ou d'autres phénomènes qui peuvent être plus graves. Ah, merci Béatrice. J'espère vous apporter des solutions déjà là sur cette conférence. Alors, aussi, à votre avis, combien ça coûte et comment ça coûte? Je dirais combien c'est le coût financier et comment c'est l'impact que ça a sur son entourage, sur sa vie perso, sur sa vie professionnelle. Voilà, c'est pour ça que je fais la différence entre le combien et le comment. Une idée? Vous pouvez le mettre sur le chat. Beaucoup, mais c'est la sécu qui paie. Oui, mais après, au-delà, la sécu, c'est nous, hein, puisque plutôt ce matin, c'était ce matin ou hier, je sais plus, j'ai quelqu'un qui mettait sur LinkedIn un message. C'est gratuit d'aller voir un psy. C'est gratuit au début et le coût final peut être vraiment très cher, hein. Je veux dire que les entreprises font semblant de s'en préoccuper, mais c'est hypocrite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'en préoccuper soi-même. Alors, donc, en termes de coûts, alors, c'est un constat. Selon la Banque royale du Canada,
la santé serait la deuxième cause de faillite des très petites entreprises. Et dans cette catégorie santé, le burn-out serait numéro 1. Voilà, donc ça c'est déjà un premier constat. Le coût financier, alors en France, on a une indication de 2016. Il n'y a pas de chiffre depuis. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est tellement grave qu'on ne chiffre plus? En tout cas, en 2016, le coût social a été chiffré entre 2 et 3 milliards d'euros. Et en Grande-Bretagne, le coût du burn-out a été évalué à 30 milliards d'euros en 2023. Donc, c'est plutôt significatif, n'est-ce pas? En tout cas, le burn-out, ça contamine les entreprises, hein, ça contamine sur les personnes, mais également sur le résultat financier. Et aussi, moi, ce dont je me souviens chez France Télécom Orange, quand on a eu cette fameuse crise sociale, la contagion, elle s'est propagée, mais aussi les clients ne nous achetaient plus rien. Les jeunes diplômés ne souhaitaient plus travailler dans une entreprise où on risque de se suicider. Il a fallu des années pour enrayer cette crise. Donc vraiment, le burn-out, c'est un cancer. Ça mine, non seulement le moral des troupes, mais ça mine une entreprise. Alors, à votre avis, que peut-on faire pour que des salariés soient au top, pour des entreprises au top? Est-ce que vous avez des idées? Bon, en fait, c'est à moi, bien sûr, c'est à moi de vous donner les idées, en fait, hein. Alors, pour moi, il y a des solutions, bien sûr. La preuve, vous voyez que moi, au bout de bah, après un burn-out, je m'en suis bien remise. Donc ça, c'est le premier élément. Alors pour moi, il y a des solutions individuelles et des solutions collectives. Alors, je vais passer embaucher. Alors, quelles sont les solutions individuelles? Pour moi, les solutions individuelles, déjà, pour qu'une personne soit elle-même au top, est d'abord d'éliminer tout ce qui peut contribuer à un stress chronique. Je fais une parenthèse sur le stress positif, celui qui nous permet de nous préparer à une situation, hein, parce qu'il y a du stress positif. Le stress est censé nous mettre en alerte quand quelque chose va mal. Donc, j'aime bien citer la phrase de Sarah Bernard qui disait, Sarah Bernard, c'est une actrice, hein, à la fin au début du 20e ou à la fin du 19e siècle, alors qu'une jeune actrice se vantait de ne jamais connaître le trac, Sarah Bernard lui a répondu: «Cela viendra, mademoiselle, avec le talent». Voilà, c'est-à-dire que le stress, le trac, c'est d'abord tout le monde en a et ça peut être bénéfique. Alors, il faut arriver à se prévenir d'un burn-out et des situations de mal-être et pour cela, ça peut prendre un certain temps et c'est variable, complètement variable selon les personnes. Personnellement, ça m'a demandé 3 ans avec un arrêt de maladie de 1 mois, sans recourir à quelques antidépresseurs ou anxiolytiques. Je m'en suis sortie, toute seule, mais heu le fait est, c'est que celui ou celle qui est en arrêt de maladie, pour un burn-out, bah, à un moment donné, il faut bien retourner travailler et donc il faut se renforcer, il faut bien se préparer pour retourner à son travail. Heu,
Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'un mal-être individuel peut se propager dans une organisation et devenir un mal-être collectif. Donc, l'entreprise aussi a intérêt à ce que, un mal-être, individuel, soit résolu le plus rapidement possible et le mieux possible, de telle sorte que ça ne se propage pas. Alors, les solutions collectives. Pour, là aussi, il s'agit d'éliminer, de réduire le stress collectif et pour cela, il va falloir identifier les sources en faisant un diagnostic de l'organisation. Il s'agira aussi d'éliminer le management toxique. Alors qu'est-ce que j'appelle, management toxique? Parce que bon, ça à lui tout seul, ça nécessiterait une conférence. Pour faire simple, pour moi, le management toxique, c'est le comble du chef-faillon. Alors, on a tous un chef ou des chefs et à un moment donné, quand des personnes se retrouvent avec le pouvoir, ils ont l'impression qu'ils ont droit de vie et de mort sur les personnes. Enfin, ça, c'est un management toxique. Et donc, les entreprises sont responsables de la création de ce management toxique et elles doivent l'éliminer. Donc, par rapport à cela, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a éliminé le management toxique, il s'agira de mettre en place les mesures de prévention de burn-out et les situations de mal-être au travail avec des solutions de qualité de vie et conditions de travail. Alors pour moi, le baby-foot et la cafétéria sympa, oui, mais c'est pas suffisant. Tout comme, alors c'est un petit peu ce que l'une d'entre vous disait dans le chat, les entreprises ont une obligation légale de s'assurer de la bonne santé des salariés. Il faut vraiment le mettre en œuvre et pas faire des choses, voilà, des emplâtres sur des jambes de bois. Alors, les solutions pour vous, moi je propose des consultations individuelles privées. Et aussi des ateliers collectifs. Alors, au niveau des consultations individuelles privées, je fais des accompagnements personnalisés où je vais établir un diagnostic, je vais regarder vos objectifs, vos envies, je vais voir avec vous les scénarios possibles. Ensemble, on va arbitrer, on va mettre en œuvre, on va évaluer et on fera un suivi. Et je dois dire que les personnes qui commencent des consultations avec moi, bien, elles poursuivent parce que apparemment je leur apporte des solutions et elles retrouvent euh, un bien-être dans leur activité, dans leur travail. Alors ensuite, l'atelier, ça c'est du collectif. Je propose un atelier qui s'appelle l'atelier Out le Burnout. C'est des ateliers qui se font en 2 jours, donc 2 jours pour une vie. Pourquoi 2 jours? Parce que pendant ces 2 jours, on va évaluer son niveau de stress. On va différencier aussi les différents états de stress qui peuvent conduire à un burn-out. Je vous parle aussi de ce que j'appelle la psychologie de sérénité ou le mindset ou l'état d'esprit de sérénité et ces 4 piliers qui vont être dévoilés tout au long de l'atelier. Ensuite, au cours des 2 jours, je dévoile des techniques ou des éléments clés de sérénité. Il s'agit des techniques de langage. Alors, je vois que Marie anime des ateliers de sophrologie. Je précise, personnellement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sophrologue. Moi, j'aide les personnes à évaluer des situations dans lesquelles elles se trouvent et je leur explique comment répondre à ces situations. En fait, répondre avec c'est du comportemental et des techniques de langage. J'utilise toute une série d'exercices qui sont issus de mes 40 années d'expérience professionnelle, mais aussi des techniques de PNL, programmation neurolinguistique. Ce sont des outils que j'utilise
sont des outils que j'ai utilisés, que j'ai mis en place chez Orange. Je les ai utilisés dans d'autres domaines auprès de centaines, pour ne pas dire milliers de participants, avec une partie des outils. Et des personnes m'ont dit que ça leur a changé la vie. Alors, c'est des ateliers qui font 2 jours parce que le soir du premier jour, votre cerveau va mûrir tout ce qu'il a absorbé dans la journée. Vous allez dormir dessus et le lendemain, nous reprenons en synthèse ce qui a été vu la veille. Et là encore, votre cerveau ayant fait son travail, vous posez des questions dont les réponses viendront aider à l'ancrage des informations données. Alors, en échantillon, je vais vous proposer un exercice qui va déjà vous servir, puisque vous, si vous êtes en burn-out ou proche du burn-out ou vous voulez déjà vous renforcer, je vais vous apprendre à dire non. Donc, je vous propose un scénario. C'est quelque chose qui est assez courant dans le monde de l'entreprise. Donc, votre patron vient vous voir à 17h et il vous demande de rester jusqu'à 20h. Et vous avez un engagement, il faut aller chercher les enfants, ou vous avez un rendez-vous chez le médecin, ou vous avez des billets pour Bruce Springsteen. Et vous devez partir à 17h30, dernier carat. Donc, vous devez lui dire non. Alors, à votre avis, pour vous, c'est quoi votre réponse? J'aimerais que vous preniez la main là-dessus, vous me donnez votre réponse. Je vous donne quelques minutes pour me proposer votre réponse. Non, vous n'avez pas d'idée? Si. Alors, si je puis me permettre, ça me paraît facile, c'est non. Mais ce qui est difficile, c'est la masse de travail. Je n'ai pas un horaire d'employé. Ça me paraît facile, c'est non. Ok, désolée, j'ai dans un engagement personnel impératif. Ok, d'accord. Je vois, il y a encore une proposition qui arrive. Je peux partir quand je veux, mais j'ai énormément de boulot et je suis obligée de le faire le soir et le week-end potentiellement. C'est là le problème. Ah oui, alors, pour les personnes qui travaillent seules, et à ce moment-là, elles n'ont pas de patron, la démarche va être différente, hein, mais je vais me polariser. Je ne vois pas, nana. Ok, alors attends. Hypocrisie de la part des entreprises. J'ai un patron, mais à l'étranger. D'accord, ok. Alors, à l'étranger, selon le décalage horaire, bon, il n'est pas à l'affût de ce qui se passe. Aussi, la vision à l'étranger, elle est un peu différente de ce qui se passe en France, parce que en France, il y a beaucoup d'hypocrisie avec ce que je vais appeler le présentiel, c'est-à-dire que on va faire semblant. Il y a des personnes qui vont rester jusqu'à point d'heure au boulot et puis leur patron va être content et va se dire waouh, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, alors que c'est juste pour faire de la présence. D'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Alors, merci pour vos propositions. C'est pas mal. J'ai d'autres propositions à vous faire, en fait. Donc, je vais vous dire, l'idée, c'est la solution, déjà, c'est de dire non en étant positif. Pourquoi? En fait, dire non d'emblée, cela peut avoir un impact négatif sur votre interlocuteur avec des effets secondaires pour vous. Alors, comment dire non tout en laissant une impression positive? Alors, la méthode, c'est la méthode du sandwich.
Imaginez, vous avez 2 tranches de pain et puis une tranche de jambon au milieu. Le dire non, c'est la tranche de jambon, hein. Donc en premier lieu, sur la première tranche de pain, vous allez dire ce que vous avez déjà fait ou quelque chose de positif. La tranche de jambon, donc le négatif, c'est vous dites ce que vous n'êtes pas en capacité de faire, donc c'est le non. Et en troisième lieu, vous allez clôturer, donc la deuxième tranche de pain, vous allez clôturer en faisant une proposition alternative ou en disant quelque chose de positif. Par exemple, un exemple de réponse, hein, donc je rappelle, vous avez sur l'écran l'exercice. L'exemple de réponse peut être le positif, je te remercie d'avoir pensé à moi pour ce travail, ou j'ai déjà fait toute une partie de ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est le positif. Le négatif, j'ai déjà des engagements, je ne suis donc pas disponible. Et la troisième partie, donc positive, je peux demander à mon collègue, à ma collègue, ou bien je peux m'arranger pour demain. Donc voilà, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre interlocuteur va garder en tête la dernière partie. Quasiment, il va oublier la tranche de jambon, quoi. Il va rester polarisé sur la solution, la dernière partie. Alors, donc, les ateliers Out le Burnout, ce sont 2 jours d'outils, d'exercices de ce type-là, des choses très pratiques qui sont associées à l'état d'esprit de sérénité que vous allez atteindre parce que vous allez utiliser une méthode qui va vous déstresser, parce que vous saurez comment identifier les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous saurez appliquer des comportements et techniques de langage appropriés. Ou vous saurez aussi décider par vous-même. Alors, pour Béatrice, par exemple, Béatrice, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre votre cadre. Alors, si vous voulez, on pourra en parler en tête à tête, enfin au téléphone. Pour cela, si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Il y a le petit bouton rouge en haut de l'écran qui vous permet de prendre des rendez-vous. Il y a des choses que l'on peut faire déjà soi-même. Alors, autrement, les prochaines dates, j'en fais un à Paris les 3 et 4 avril 2024, c'est-à-dire c'est dans 3 semaines à peu près. En région PACA, j'ai programmé 2 dates, les 17 et 18 avril. Pour les ateliers intra-entreprise, bien, il faut me contacter pour voir quel est le problème, comment identifier, comment faire, etc., et fixer des dates, etc. Et puis pour les consultations privées, bien, me contacter toujours par la prise de rendez-vous déjà, ou bien directement sur mon site internet. Donc, avant de prendre vos questions, déjà, j'aimerais savoir si vos attentes ont été adressées. Donc, si vous pouvez mettre un émoticône dans le chat. Et puis, maintenant, je réponds à vos questions. C'est à vous. Oui. Il y a quelqu'un qui écrit, je dois vous quitter. Ok, d'accord. Bon courage, Béatrice. Et puis, je vous invite à réfléchir à tout cela et puis à prendre rendez-vous si vous voulez qu'on parle en direct toutes les deux. Bon courage. Donc, s'il n'y a pas de questions, ou... enfin,
c'est vrai que la première question, c'est toujours, la plus difficile. En tout cas, je suis à votre disposition. Hem, voilà, il y a mon numéro de téléphone aussi, 06 86 26 19 73. Vous pouvez m'appeler et puis, on discute, ensemble de tout cela. Merci beaucoup à tous, à toutes et puis, bon courage dans vos activités et puis voilà, on s'en sort, hein. Au revoir. Merci, merci, au revoir.